La plantation des plants de tomates, c'est devenu un sujet sur lequel on entend vraiment tout et son contraire sur Internet, que ce soit la profondeur de plantation, l'espacement, à quel moment il faut planter, est-ce qu'on met des ingrédients magiques, vous savez, dans le trou de plantation, est-ce qu'on arrose beaucoup, un peu, pas du tout. Beaucoup de débats, et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous montrer tout simplement comment moi ici je réfléchis au moment de la plantation, selon mes connaissances, selon mes expériences de toutes ces saisons passées. Donc beaucoup de choses à voir, alors en avant pour cette nouvelle vidéo. Alors premièrement, on va essayer de répondre à la question quand est-ce que c'est le meilleur moment pour planter ces plants de tomates en extérieur. Je peux vous dire qu'il y a bien des saisons où j'ai fait l'erreur de planter trop tôt dans un sol trop froid et au final je me retrouve avec des plants qui restent bloqués pendant 15 jours, pendant 3 semaines parce qu'ils subissent ce qu'on appelle un stress végétatif, un stress de plantation et pendant 3 semaines donc le plant ne va pas bouger d'1 centimètre et à vouloir planter trop tôt, et bien au final on récolte plus tard. Donc comment estimer cette bonne période de plantation? Par exemple, à l'heure où je vous parle, on est le mercredi 6 mai, et bien la météo sur l'ensemble de la France est assez délicate. Il fait à peine 15-16 degrés en journée, il fait tout juste 10 degrés la nuit, et c'est encore assez faible pour cette culture parce que ce qu'elle adore, c'est des journées autour de 20-25 degrés, ce sont des nuits autour de 10 à 15 degrés, ce qui donne en fait une température de sol, et c'est elle qui est très importante, et cette température de sol, idéalement, il faut qu'elle soit autour de 17, 18, 19 degrés. Et là, par exemple, moi qui suis dans le sud, je vous montre à l'aide d'un thermomètre de cuisine que j'ai recyclé en thermomètre pour sonder la température de mon sol. Et bien regardez, j'ai un sol qui est à 17, 18, 19 degrés, ça dépend les parcelles, mais celles qui sont le plus exposées au soleil, qui sont vraiment au plein soleil, j'ai un sol, ça y est, qui commence à se réchauffer vers les 19 degrés parce que ici, eh bien, les dernières journées ont été autour des 20, 22, 25 degrés. Les nuits ne sont plus trop froides et donc sous mon contexte, ça y est, je rentre vraiment dans une belle saisonnalité, dans une pleine saisonnalité pour implanter cette culture de tomates. Mais si vous êtes sous un climat un peu plus froid, on parle souvent des seins de glace, vous savez, qui sont vers la mi-mai, on dit qu'il faut attendre qu'ils passent pour ensuite pouvoir planter sans aucun souci cette culture. Donc chez vous, peut-être patienter vers la mi-mai, voire même vers la fin mai, sauf si éventuellement vous plantez sous serre. Dans ce cas-là, on peut avancer de 15 jours, 3 semaines, voire même 1 mois ces plantations. Mais en extérieur, vraiment, j'ai envie de vous dire patience pour implanter courant mai cette culture de la tomate. On va maintenant s'intéresser à la pièce maîtresse qui est le sol, faire en sorte que ce sol soit le plus riche, le plus fertile possible. Donc pour ça, ce que je fais moi ici, je raisonne, je réfléchis pour répondre aux 3 fertilités clés de mon sol, à savoir la fertilité physique, la fertilité biologique et la fertilité chimique. Donc sur la fertilité physique, ce qu'il faut, c'est un sol qui soit meuble, qui soit aéré, qui soit oxygéné pour que les racines vraiment puissent se développer sans contrainte, pour que l'activité biologique puisse respirer, puisse se développer. Donc pour avoir un sol meuble, aéré, oxygéné, vous avez 2 leviers, celui de l'activité biologique, je vous le montre depuis 10 ans, via les vers de terre, les micro-organismes, les bactéries, tout ça fait en sorte de structurer le sol, de l'aérer, de le brasser, mais parfois ça ne va pas suffire parce qu'on va manquer de paillage, on va manquer de compost, on va manquer d'activité biologique, et dans ce cas-là, eh bien, vous jouez d'un petit peu d'activité mécanique. Là, je vous mets à l'image tous les trous de plantation que je suis en train de préparer. Eh bien, je profite déjà de mon activité biologique, notamment les vers de terre qui aèrent mon sol, mais je joue aussi de mon petit croc pour faire des bons gros trous de plantation de la taille de 2, 3, 4 fois le volume de ma motte pour vraiment aérer, oxygéner, décompacter, faire rentrer de l'air, mais vraiment donc raisonner avec cette première fertilité physique d'avoir vraiment un sol meuble, aéré, oxygéné. Ensuite, il faut répondre à l'activité, à la fertilité biologique. C'est important d'avoir en approche biologique un sol qui fonctionne à tout va biologiquement, et pour ça il faut jouer sur 3 leviers. Il faut un sol humide, je vous parle tout le temps d'un sol humide comme une éponge essorée, il faut un sol qui soit aéré, et puis il faut un sol qui soit nourri par des apports organiques, ça aussi je vous en parle depuis 10 ans, que ce soit des paillages en tout genre, que ce soit des composts en tout genre, ou que ce soit des engrais organiques, on va y revenir. Tous ces apports nourrissent l'activité biologique, une activité biologique qui va transformer tout ça en humus, mais aussi en minéraux essentiels pour nourrir nos cultures. Et là, ça fait une transition vers
vers la troisième fertilité, il faut dans notre sol un réservoir de minéraux, d'azote, de phosphore, de potassium, de calcium, de magnésium, de soufre, de fer, parce que nos cultures ne se nourrissent pas de matière organique, elles se nourrissent de minéraux essentiels. Et pour ça, en approche biologique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc apporter de la matière organique et au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, cette matière organique se minéralise en minéraux essentiels. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'apporter des paillages en grande quantité parce qu'ils sont peu concentrés en minéraux essentiels. Donc je dis souvent qu'il faut y aller à la brouette au mètre carré. Tout ce que vous avez sous la main qui va permettre de pailler votre sol et l'activité biologique au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années va transformer tout ça en minéraux essentiels. Autre approche, ça va être par les composts, que ce soit compost de fumier, compost maison, compost végétaux. Ils sont plus concentrés en minéraux, donc plutôt que d'y aller à la brouette au mètre carré, on va plutôt y aller à la pelletée, 2, 3, 4, 5 kilos. Vous pouvez vraiment monter en quantité parce qu'on ne met jamais trop de compost. Donc moi ici, c'est ce que je fais depuis 10 ans sur ce dernier potager. Je raisonne par les paillages, je raisonne par les composts. Et puis après, ce qui peut se passer, c'est que pour certains d'entre vous, vous manquez de paillage ou vous ne voulez pas en mettre parce qu'il y a des inconvénients, notamment avec les limaces. Pour certains d'entre vous, vous manquez de compost. Et dans ces cas-là, il reste la solution des engrais organiques avec une seule poignée au mètre carré parce que c'est très concentré en minéraux. Eh bien, vous répondez aux besoins de la culture. Vous pouvez même en mettre dans les trous de plantation et avec le travail de l'activité biologique, parce que ces engrais organiques, ils ont du carbone, il faut qu'ils soient digérés par l'activité biologique. Eh bien, sous quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tout au long de la culture, ces engrais organiques vont libérer petit à petit des minéraux essentiels. Alors ensuite, je voudrais répondre à la question qu'on me pose souvent, est-ce que tu mets des ingrédients plus ou moins magiques, on va dire, dans le trou de plantation? J'ai vu passer du marc de café, des coquilles d'œufs, voire même des œufs entiers, des poignées d'orties plus ou moins grossiers ou séchés. Ça peut être aussi, j'ai vu des carcasses de poissons. Bref, plein de matières organiques grossières, plus ou moins diversifiées, qu'on voit passer sur des contenus, surtout sur Internet, parce que je peux vous dire qu'aucun maraîcher, aucun professionnel ne s'amuse à faire ce genre de geste. Donc là-dessus, moi je tiens à vous dire les choses clairement et nettement. Les racines des plants de tomates ne se nourrissent pas de matière organique grossière, mais se nourrissent de la décomposition, de la minéralisation de ces matières organiques grossières. Et que c'est pourquoi, quand on apporte des matières organiques grossières, il vaut mieux les mettre en paillage, en surface ou légèrement incorporées sur les premiers centimètres de sol pour que tout ça reste dans un milieu très oxygéné, très vivant, très actif biologiquement. Et puis surtout, il faut le mettre en amont de la plantation pour que ces matières organiques aient le temps d'être valorisées par l'activité biologique. C'est pourquoi, dans le trou de plantation, je ne mets rien de grossier. Éventuellement, si je dois rajouter quelque chose au moment de la plantation, ça va être du compost bien décomposé, bien mûr, déjà en partie minéralisé, ou sinon une poignée d'engrais organiques qui sont déjà pré-mâchés, pré-digérés, qui vont être rapidement minéralisés par l'activité biologique. Mais autrement que ces deux solutions, vous ne me verrez rien mettre d'autre dans les trous de plantation. Alors ensuite, autre sujet qui fait énormément débat, d'ailleurs sur lequel j'ai beaucoup évolué, je me souviens d'une vidéo que j'avais fait il y a 8 ans, et bien en fait je vais vous dire aujourd'hui des propos assez différents par rapport à ceux d'il y a 8 ans. Donc ça concerne la profondeur de plantation et des plants de tomates. Il y a 8 ans, je vous disais d'enterrer profondément les plants pour qu'ils génèrent, vous savez, des racines supplémentaires le long de la tige. Sauf que depuis 8 ans, eh bien, j'ai énormément évolué dans mes connaissances, dans mon expérience. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on implante profondément un plant de tomate, oui, vous allez avoir quelques racines supplémentaires, mais souvent au détriment des racines de la motte. Il y a en fait comme un équilibrage sur l'ensemble du réseau racinaire. Ça me fait penser d'ailleurs à une vidéo d'un jardinier qui avait fait ça, c'était à l'étranger, je crois que c'était aux États-Unis, une vidéo d'ailleurs qui fait des millions de vues. Il avait fait une comparaison entre un plant de tomate planté très profond, un autre planté juste sous la surface, et j'ai envie de dire classiquement. Eh bien, il n'avait noté aucune différence significative, que ce soit sur le réseau racinaire, que ce soit sur la production. Donc pour vous dire que vraiment, d'enterrer profondément
profondément ces plants de tomates pour espérer plus de vigueur, plus de racines, ce n'est pas forcément évident. Et puis à cela se rajoute aussi le fait qu'aujourd'hui, je conscientise que l'essentiel des fertilités se retrouve sur les 15-20 premiers centimètres, que ce soit la fertilité physique, où c'est bien meuble, bien aéré, bien oxygéné, la fertilité biologique, où il y a un maximum de paillage, de compost là, qui sont en train de se décomposer sur les 15-20 premiers centimètres, que ce soit la fertilité minérale, c'est là où les minéraux sont stockés. C'est pourquoi moi aujourd'hui, je préfère planter, je réfléchis de cette façon-là à planter mes plants de tomates tout simplement juste sous la surface de sol sur les 10, 15, 20 premiers centimètres et je ne vais pas m'amuser à aller planter à 40, 50 centimètres les plants de tomates. Je n'y vois plus aucun intérêt. Éventuellement, si un intérêt, si vous avez des plants qui se sont étirés, qui se sont effilés, vous savez, à manquer de lumière, ils sont allés chercher là, au ciel la lumière, donc ils sont trop fragiles et pour éviter qu'ils ne cassent au premier coup de vent, là vous pouvez effectivement les enterrer profondément pour les renforcer et éviter que le plant ne casse donc au premier coup de vent. Alors, autre sous-thématique encore à cette plantation des plants de tomates, ça va être de savoir quel arrosage on va faire au moment de la plantation. Là aussi, on voit de tout, là aussi, on entend de tout. Ça peut aller au fait de ne rien arroser pour forcer le plant à aller chercher l'eau en profondeur. D'autres qui vont inonder, faire des bassines au moment de la plantation. Alors, moi ici, comment je réfléchis en ce sens? Je prends déjà le fait de mes connaissances sur le sol. Et ces connaissances, elles vont dans le sens où un bon sol, il doit avoir vraiment 25% d'eau, 25% d'air. Et pour avoir ce bel équilibre, il faut raisonner en fait en finalité d'avoir un sol comme une éponge essorée. Si c'est une éponge imbibée, ça veut dire que ça va manquer d'air. Et si c'est une éponge toute sèche, ça veut dire que ça va manquer d'eau. Et là, on peut aller vraiment rapidement vers une chute de l'activité biologique, vers un sol qui se compacte, vers des cultures qui ne peuvent plus se nourrir. Et là, rapidement, on va à la catastrophe. Donc, moi ici, par exemple, cette saison, je plante après des belles pluies. J'ai déjà un sol humide comme une éponge essorée, voire même un petit peu plus. Donc, je ne vais pas arroser plus que ça au moment de la plantation. Je vais quand même verser un demi-litre d'eau, vous savez, pour coller les racines de la motte avec ce nouveau contexte dans lequel elles sont accueillies, à savoir la terre, le sol. Éviter en fait qu'il y ait des bulles d'air trop grosses dans lesquelles les racines ne risqueraient de rien trouver à manger, à boire. Mais pas plus, je ne vais pas inonder ces trous de plantation parce que sinon, eh bien, j'ai conscience que rapidement, je vais rentrer en contexte d'anaérobie, d'asphyxie. Je risque d'aller sur plus de préjudices que plus d'avantages. Et puis un mot aussi pour ces besoins, vous savez, en eau. Et là aussi, quand on comprend que le besoin en eau, il est notamment créé par la transpiration des plants et que cette transpiration, elle explose au fil de la croissance des plants, eh bien ça veut dire que quand les plants sont tout petits, au moment de la plantation, il y a encore très peu de transpiration et donc très peu de besoin en eau. Il y a aussi un besoin qui se crée par l'évaporation au sol, mais moi ici souvent je paille mon sol. Donc au final, avec un seul litre par mètre carré, eh bien souvent j'en ai assez pour un jour, 2 jours, et avec un arrosoir entier au mètre carré, je peux tenir quasiment 15 jours début mai, quand la météo n'est pas encore trop chaude et quand les plants ne sont pas encore très grands. Mais par contre, dans un mois, quand il fera plus chaud, quand les plants vont faire cette fois plus d'1 mètre de hauteur, avec des branchages, des feuilles, du végétal de partout, je sais que le besoin en eau va nettement augmenter. Plutôt que de 10 litres tous les 15 jours, et bien parfois ça va être 10 litres tous les 3 jours, voire même tous les 2 jours, voire même tous les jours sous conditions extrêmes, quand il y a du vent, quand le taux d'humidité est faible, quand il fait très chaud, il faudra parfois arroser tous les jours la culture de la tomate. Ça dépend complètement de votre contexte. Ce qui est important, je pense, c'est de comprendre ce besoin en eau qui est complètement lié à la météo, à la croissance de la culture et savoir y répondre au mieux pour là aussi espérer les meilleurs résultats. Là aussi, il y a beaucoup de débats parce que là aussi, en fait, il y a plusieurs façons de faire. Moi ici, par exemple, eh bien, je me décide à espacer mes plants d'environ 50-60 cm. Pourquoi? Parce que je vais faire ce qu'on appelle une taille nuancée. Je ne vais pas complètement tailler mes plants, mais je ne vais pas non plus laisser mes plants sans taille. Vous savez, dans ces cas-là, ils font d'énormes buissons. Et si vous êtes vraiment dans une approche sans aucune taille, où ça va énormément buissonner, il vaut mieux, dans ces cas-là, espacer nettement ces plants de bien 80 cm.
voire même 1 mètre, parce que chaque plant va avoir besoin de beaucoup de place, beaucoup d'oxygénation, va avoir besoin de beaucoup de réserves dans le sol, en eau, en minéraux. Donc on conseille d'espacer de bien 80 cm. Si vous taillez énormément vos plants, que vous les menez sur une seule tige, que vous coupez énormément de branches, vous pouvez resserrer jusqu'à 30-40 cm. Je vois beaucoup de jardiniers, même dans mon village, qui font ainsi avec d'excellents résultats parce qu'ils taillent énormément la culture et donc ils peuvent se permettre de densifier la plantation. Et moi ici, eh bien, comme souvent, je me situe dans un juste équilibre, dans un juste milieu. Je me positionne un petit peu entre ces deux extrêmes, on pourrait dire, et donc souvent je mène mes plants sur 2 voire 3 tiges principales. Je ne les laisse pas complètement buissonner. Au niveau des feuilles et des branches, pareil, j'en élimine quelques-unes pour éviter trop de transpiration, trop de besoin en eau, et donc j'espace mes plants de 50 à 60 cm, mais libre à vous de faire comme vous le souhaitez chez vous. Ça peut dépendre aussi de votre météo, en sachant que s'il fait très humide, souvent on conseille quand même de bien aérer les plants, et au contraire, si vous avez un climat très sec ou vous avez juste un arrosage au pied, vous pouvez vous permettre d'avoir plus de buissonnement, tant pis si c'est un peu étouffé, parce que l'humidité ne risque pas de générer des maladies. Là aussi, il existe quelques débats. On a tous peut-être entendu parler de jardiniers qui laissent leurs tomates au sol. C'est vrai que ça évite de s'embêter à tutorer, à attacher. Alors ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que oui, ça peut marcher, mais on peut très vite aller au désastre si jamais il y a beaucoup d'humidité. Là par exemple, en ce moment, la météo s'annonce assez pluvieuse sur l'ensemble de la France pour ce mois de mai. Et si vous laissez votre culture au sol, rapidement, vous pouvez manquer d'oxygénation, vous pouvez avoir une humidité qui est trop haute, et le mildiou, vous savez, ce champignon qui nous fait tous peur, peut rapidement attaquer la culture. Donc c'est pourquoi 95, je dirais même 99% des jardiniers préfèrent tutorer verticalement la culture, que ce soit avec des bambous, avec des roseaux, avec des cannes de Provence, avec des tiges à fer, avec des spirales. Moi ici j'utilise surtout des cannes de Provence et des bambous qui font plus de 2 mètres, et je fais monter au fil des semaines, au fil de la croissance de la culture, je fais monter les plants de tomates ainsi. Ça donne une notion de 3 dimensions de hauteur. Vous savez que j'affectionne beaucoup au potager, et donc c'est pourquoi ici vraiment moi je préfère tutorer de façon verticale cette culture, et c'est comme ça que je m'y retrouve au mieux. Sous une grande majorité des climats, j'ai tendance à vous dire quand même de favoriser le plein soleil, la pleine exposition lumineuse, parce que cette culture est gourmande de lumière, elle adore des températures autour des 25 degrés. Par contre, attention, elle n'aime pas quand il commence à faire 30, 32, 35 degrés, et là ça devient vraiment problématique, le pollen devient infertile, on perd rapidement de la production. C'est pourquoi d'ailleurs dans ma région, bien des maraîchers cultivent maintenant sous serre, et ces serres en fait, ils vont les ombrager, ce qui fait que sous la serre, il y a un taux d'humidité en fait qui est plus élevé, une chaleur qui est moins conséquente qu'en extérieur. Vous voyez où on en arrive, notamment avec ce réchauffement climatique. Et moi ici dans mon potager, effectivement, pour avoir fait des tests sur toutes ces saisons précédentes, et bien effectivement je me rends compte que quand je mets la culture à mi-ombre, que ce soit près de haies, sous des arbres, sous des canisses, sous des filets d'ombrage, et bien effectivement elle va me donner de meilleurs résultats. Et en plus j'ai un besoin en eau qui est moins conséquent, puisque les plantes transpirent moins, puisque l'évaporation au sol est moins conséquente. Mais ça c'est propice à ma région, avec un soleil qui est bien plus violent, qui passe plus haut dans le ciel, qui est plus vertical. Mais si vous êtes sous la partie nord du pays, eh bien au contraire, souvent on va dire d'aller chercher le plein soleil, voire même de se mettre sous serre pour éviter parfois des excès d'humidité qui sont vite préjudiciables pour cette culture. Donc vraiment, n'allez pas copier-coller un jardinier qui est à l'autre bout de la France par rapport à vous. Réfléchissez au moment de la plantation selon votre contexte pour prendre les meilleures décisions. Donc voilà ce que j'avais à vous dire dans cette dernière vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté quelques éléments pour réfléchir au mieux chez vous au moment de planter les tomates. Faites preuve de patience si vous êtes soumis à une météo encore humide, encore fraîche. On a tout le mois de mai vraiment pour planter au mieux cette culture de la tomate. Merci pour votre attention et puis à très bientôt bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!